Dans un monde pas si lointain, les Jedi européens se battent contre les deepfakes. Nous allons découvrir les enjeux auxquels sont confrontés l'Europe. Alors désolé pour le retard, nous ne sommes pas passés en vitesse lumière, mais c'est parti et nous allons faire au mieux pour que vous ayez le meilleur rendu possible sonore avec André Loskrug Pietri. C'est à vous. Bon, bonjour à tous. Donc désolé, on parle d'innovation de rupture en Europe. On se plaint qu'on n'est pas en avance. Bon, je pense qu'on en a eu un petit exemple, donc pas de reproche aux deux qui sont là, mais voilà, il va falloir qu'on fasse des petits efforts. En plus, comment on fait pour brancher le pointeur? Bon, ok. Donc, is anybody speaking only English or can I do it in French? No worries. Bon, on va faire ça en français. Donc, je vais déjà vous expliquer. On devait passer une demi-heure ensemble. On va passer un quart d'heure ensemble. Je vais vous présenter ce qu'est JEDI, qui est la DARPA européenne, donc qui est l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Et on va vous présenter en premier ici au FIC un des premiers grands challenges technologiques qu'on lance, qui est sur le sujet des deepfakes, qui sont ces fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. On va voir si la vidéo fonctionne. Adrien, monte le son s'il te plaît. Bon, je demanderai à tous ceux qui ont une pensée attendrie pour l'Europe de ne pas faire de tweets sur cet événement un peu malheureux, mais c'est pas grave. Donc on a démarré en 2019 en regroupant l'ensemble de l'écosystème technologique européen et on s'apprête à lancer quelques grands challenges en 2020 dans 5 grands domaines. Tout ce qui est l'environnement, tout ce qu'on appelle le human augmentation, donc le digital, le secteur de la santé, ce qu'on appelle les nouvelles frontières, c'est-à-dire à la fois les océans et l'espace, et enfin le sujet de l'éducation, où on pense qu'également il y a énormément de sujets technologiques qui peuvent améliorer la manière dont l'éducation est faite. Qu'on peut arrêter. Bon, la raison d'être de JEDI, c'est en fait cette conviction qu'on a profonde que l'innovation de rupture est absolument clé dans le monde d'aujourd'hui et notamment en Europe. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs mois? On a été à la base, avec ce groupe qui est aujourd'hui plusieurs milliers de personnes en Europe, de mettre le sujet de l'innovation de rupture sur le devant de la scène politique. Vous vous souvenez du discours du président de la République à la Sorbonne sur l'Europe, qui parlait de cette volonté de créer une DARPA européenne. C'est parti de notre initiative. On a au niveau européen, pour ceux qui suivent les affaires européennes, le European Innovation Council, qui est la suite de Horizon 2020, qui vient également directement de cette proposition. On est ravis de tout ce que ça a déclenché en Europe, à la fois la création de l'AID, du Conseil de l'innovation, SprintD, c'est l'agence allemande d'innovation de rupture, et à nouveau de l'EIC. Mais on est aujourd'hui persuadé que tout ça ne va pas assez loin, assez fort pour l'urgence telle qu'on la voit ici en Europe. On pense toujours que l'argent est une fin en soi. Donc vous avez bien vu pour le Green Deal européen, on a à nouveau annoncé les 1000 milliards d'euros. Ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'une agence comme la DARPA, que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, qui a été créée en 1958 lorsque les soviétiques ont envoyé Sputnik dans l'espace, qui soudain a fait comprendre aux États-Unis que la technologie était une manière de changer totalement la donne. Et nous, on pense que ce n'est pas juste une question d'argent. Preuve est que la DARPA, depuis 60 ans, a mis 60 milliards de dollars sur la table. Rien qu'en Europe, on a mis 220 milliards dans la recherche et le développement depuis 1984. Pourtant, on peut se poser la question, est-ce qu'en Europe, on a ce leadership que ces sommes, normalement, devraient apporter ? Donc, depuis 6 mois, on est rentré dans une démarche complètement nouvelle, qui est de créer un nouvel objet politique,
en dehors du système administratif classique, parce qu'on pense qu'il faut un maximum d'agilité, il faut un maximum de rapidité, il faut viser les frontières technologiques. On pense que l'angle militaire qu'a pris la DARPA n'est pas forcément adapté au monde européen, parce que d'abord ça aurait du mal à convaincre tous nos partenaires, et en plus, vous le savez bien, la plupart des technologies, à commencer par la cybersécurité, sont aujourd'hui duales, donc ça fait peu de sens de parler civil ou militaire. Et enfin, aujourd'hui, de 15 personnes initiales, le général Paloméros qui est ici, Guillaume Poupard que vous connaissez tous, Hervé Guillou, je vois le stand de Naval Group juste derrière, une dizaine de patrons de start-up deep tech. Nous sommes aujourd'hui 3700 dans 23 pays européens. Alors, notre vision, elle est simple, et ce n'est pas du tout du misérabilisme de dire ça, ce n'est pas du pessimisme de dire ça. On peut quand même se poser la question aujourd'hui, où est la France, où est l'Europe dans cette accélération technologique qu'on est en train de vivre? Il n'y a évidemment aucune société européenne dans le top 10 des boîtes technologiques mondiales. Où sommes-nous sur le quantique? Alors vous avez vu, il y a eu un plan quantique qui vient d'être annoncé il y a 2 semaines. Le défi que la France ne peut pas perdre. Donc l'ambition est là, mais elle démontre aussi qu'aujourd'hui on n'est pas forcément en avance. Est-ce qu'on est en avance sur les semi-conducteurs? Comme vous le savez, il n'y a plus aucune usine en Europe qui est en dessous de 10 nanomètres. Dans l'espace, on a encore de très très belles positions, mais vous voyez aussi les parts de marché que prend SpaceX qui alimente tous les jours. Vous avez vu que Tesla, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, a franchi le cap des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant la 2e société mondiale juste après Toyota. Et c'est plus juste une bulle, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui Tesla a accumulé plus de milliards de kilomètres de véhicules autonomes que quiconque autre sur la planète. Et enfin, dans le domaine du cloud, je rappelle quelque chose qui nous fait à tous très mal, c'est que l'Europe aujourd'hui pèse 4% du part de marché des prestataires de cloud. Deuxième chose, il y a un mythe auquel on aimerait tordre le cou, c'est le fait que, bon, on n'a pas de licorne, mais nous avons les meilleurs chercheurs. Comme vous le savez, sur des domaines par exemple comme l'IA, ce n'est plus vrai. Nous avons des chercheurs français, européens, mais ils travaillent de plus en plus pour Facebook, pour Google, etc. Au dernier NeurIPS, pour ceux qui sont dans l'IA, qui est le grand congrès international sur l'IA, l'Europe pesait 15% des publications. Donc la photo, c'est le classement du top 10. La vidéo de ce qui va se passer demain, c'est malheureusement c'est ça. Troisième chose, ce sujet de l'innovation de rupture. Alors c'est un thème extrêmement à la mode. La raison pour laquelle on pense qu'il est fondamental, c'est que si on est effectivement un peu en retard, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de passer devant. Et deuxième chose, on a de plus en plus cet effet réseau que vous connaissez bien, qui est que le gagnant de plus en plus prend une part de marché. Donc ça ne sert de moins en moins à quelque chose de mettre de l'argent sur les technologies d'aujourd'hui. On pense qu'il faut mettre le paquet sur le coup d'après. Quatrième chose, et on arrive au sujet des deepfakes que je vais vous présenter, les technologies ne sont plus des objets distants de nos sociétés. Elles ont un impact sociétal, culturel, en termes de valeurs absolument majeurs. Vous voyez l'impact de la cyber sur les élections, vous voyez l'impact de l'IA et des réseaux sociaux sur la formation du débat public, du consensus, et vous voyez à quel point ça peut être déstabilisant. Et on va voir à quel point les deepfakes peuvent être également une manière de totalement déstabiliser ce qui fait le cœur de nos démocraties, qui est justement le débat public et la confiance qu'on peut encore avoir dans les différents responsables politiques, économiques, etc. Il y a une certaine dose de naïveté. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu troublé quand je vois des ministres qui se félicitent que Tencent fait, qui est un des grands acteurs chinois, fait un tour de table majoritaire dans une société bien connue de l'écosystème français. Quand on voit Google, Amazon, Facebook qui ouvrent des centres de recherche, c'est forcément bien parce que c'est bien pour l'attractivité de la France, mais je pense qu'on sait bien tous à quel point c'est aussi une manière pour ces plateformes d'acquérir nos meilleurs talents, et nos talents qui sont chez eux ne sont plus là pour créer les startups de demain dont on aura besoin. Et enfin, dernière chose, je vais juste prendre cet exemple de DeepMind. À l'époque, quand Google a racheté DeepMind, DeepMind pesait 60 millions de livres, donc on considère que ça représentait à peu près 20-25% des meilleurs talents en IA à l'époque. C'est évidemment passé sous le radar des réglementations européennes, puisque c'était beaucoup trop petit, mais probablement cette acquisition a fait beaucoup plus de mal à la concurrence en Europe dans ce domaine, puisque d'un coup Google mettait la main sur un estimé de
un quart des meilleurs talents européens. Donc là aussi, on peut se poser la question, et c'est l'espoir que nous on formule sur cette nouvelle commission, c'est est-ce qu'on va comprendre que la technologie, les talents sont les éléments de concurrence de demain et non plus cette vision assez passéiste des parts de marché qui, dans le domaine de la technologie, au moment T, ne veut pas dire grand-chose. Enfin, dernière chose, vous l'avez tous vu sur l'IA, c'est tout à fait légitime pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique d'avoir une stratégie IA, mais il ne faudra pas s'étonner si dans 2 ans, on se rend compte qu'à cause de cette fragmentation, on aura du mal à créer un géant européen parce qu'aujourd'hui, rien que parler de la France et de l'Allemagne, les 2 stratégies d'intelligence artificielle n'ont absolument rien à voir. Donc en fait, cette fragmentation, c'est ça qui véritablement nous empêche de créer des gens et pas forcément une absence de fond. Donc vous voyez, on tord un peu le cou à beaucoup d'idées reçues. Alors, bon, je résume et je vais vite sur ces 4 missions. Je vais vous parler du sujet deepfake parce que donc l'objectif de JEDI, il est très simple, c'est de réunir les meilleurs esprits qui sont à la fois très experts dans certains domaines technologiques, dans les 4 dont je parle, mais également qui ont une vraie vision sur le coup d'après, de définir des challenges, donc ce que les anglo-saxons appellent les moonshots. C'est quoi les frontières technologiques qui vont nous permettre de renverser la table? Ça, c'est le premier objectif. On l'a aujourd'hui atteint en quelques mois à peine. Le deuxième objectif, et on le lance maintenant, c'est de lancer des grands défis avec une méthodologie radicalement différente de ce qu'on fait. Décision en quelques semaines, plusieurs millions d'euros de prix sous forme de subvention, donc ce n'est pas du capital, puisqu'on parle uniquement de sujets qui sont trop risqués ou trop long terme pour le privé. Et enfin, troisième chose, une capacité de ne viser que l'excellence. Donc on dit parfois par boutade, si 95% des meilleurs projets une année donnée viennent de Pologne, il va falloir qu'on ait le courage de mettre 95% de l'argent en Pologne. Si c'est un consortium qui gagne, tant mieux. Si c'est une start-up totalement inconnue qui apporte les meilleures idées et qui a la meilleure approche, on le fera. Donc vous voyez, ça rompt assez complètement avec la méthodologie assez classique qu'on voit au niveau soit national, soit européen. En tout cas, c'est très complémentaire. Et dernière chose, et ça c'est important, dès que ça ne marche plus, dès que ce n'est pas assez disruptif, il faut qu'on ait la capacité d'arrêter ou de réorienter de manière extrêmement agile en quelques jours à peine. Donc vous voyez, toutes ces méthodologies, c'est ce qui a fait le succès de la DARPA, qui est à l'origine, comme vous le savez, d'Internet, du GPS, mais beaucoup plus proche de nous, de choses comme Siri ou du premier challenge de véhicules autonomes. Alors, pourquoi les deepfakes sont un sujet important? Également une petite vidéo, et j'espère que celle-là, elle sera de meilleure qualité. Vous avez compris que les deepfakes aujourd'hui sont en train d'envahir l'espace notamment des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, 90% des deepfakes concernent des deepfakes pornographiques. Donc c'est un sujet en plus qui concerne massivement le sujet aussi de l'égalité, puisque tout le monde n'est pas égal par rapport à ce phénomène. On voit de plus en plus des deepfakes touchant des responsables politiques, vous l'avez vu. Vous avez vu le speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ça a été massivement retweeté. Vous commencez à voir aujourd'hui des banques qui sont attaquées, parce qu'imaginez demain le patron d'une grande banque française disant à son collaborateur en vidéo finalement la solvabilité de ma banque, elle n'est pas très solide. Le lendemain, vous avez un vrai bank run réel. Imaginez une attaque sur des grandes marques, une grande marque de luxe, dont une des égéries dit finalement on utilise beaucoup plus de tests sur des animaux que prévu, tout ça sous forme de vidéo. Aujourd'hui, il est impossible pour les meilleures d'entre elles de détecter ce qui est réel ou pas. Et alors devinez quoi, il y a exactement un mois et demi, Facebook, en s'alliant avec toutes sortes de partenaires bien connus, a décidé de lancer lui-même un challenge pour essayer de détecter en temps réel les deepfakes. Ça va évidemment dans le bon sens. Ils voient bien à quel point ils vont être sous pression, notamment sur les élections américaines et toutes les autres élections qui vont venir. Mais est-ce qu'on a envie aujourd'hui de rentrer dans un système où le seul qui pourra dire ce qui est vrai ou pas sur le réseau est Facebook et devenir ainsi, rappelez-vous du fameux livre, le ministère de la vérité. Donc nous, ça c'est ce qu'on refuse et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un challenge au niveau européen. Alors, il sera ouvert à toutes les équipes européennes qui viennent des startups, du monde de la recherche, des grands groupes. Ça sera financé par un prix de 1 million d'euros. L'idée
du financement, c'est vraiment de se positionner sur un des thèmes frontières de l'IA, qui est le frontière des réseaux adversaires, appelés les GAN en anglais. On a composé, alors ça on va le rendre public au fur et à mesure, un jury absolument exceptionnel de leaders mondiaux. La plupart sont connus de l'ensemble de vous dans le domaine de l'IA et dans le domaine des médias, pour avoir à la fois des grands spécialistes, mais avoir une possibilité de s'ouvrir sur des contributions qui seront radicalement nouvelles. Et ça sera fait en 3 étapes. D'abord, on va demander à tous les concurrents de nous aider à constituer une base immense de deepfake, en plus de celle qu'on a. On va faire un premier round où la clé, ça sera pour les candidats de dépasser un minimum de 90% de reconnaissance des deepfakes. Et enfin, on va prendre, c'est la dernière ligne qu'on ne voit pas, les 10 meilleurs qui vont en fait se battre entre eux, donc à la manière d'une compétition de gaming. Et à l'issue de ça, qui va durer uniquement 4 mois, donc de manière assez courte, le prix sera attribué, et attention, ou pas. C'est-à-dire si personne ne passe ces critères minimums qui nous semblent essentiels, là aussi, on n'est pas dans une logique administrative ou bureaucratique, on ne vise qu'à récompenser l'excellence. Et enfin, pour terminer là-dessus, vous avez eu le temps un petit peu de me voir là depuis maintenant quelques minutes. Je vais vous montrer ce que nous-mêmes on a généré en 5 minutes sur un film que vous connaissez, j'imagine, tous très bien. Pas mal quand même, hein. 5 minutes. Donc c'est une application chinoise qui s'appelle Zhao qui permet ça. Voilà, donc juste pour vous montrer que bon, c'est plutôt sympa, ça flatte, je ne sais pas si ça flatte mon ego, mais en tout cas les images précédentes, mais ça vous montre à quel point aujourd'hui il y a une très grande facilité, et imaginez avec l'augmentation de la puissance de calcul, à quel point ça va être simple de générer des vidéos extrêmement déstabilisatrices. Voilà, alors je ne sais pas si on a encore 2-3 minutes, parce qu'on a plafonné complètement, mais si certains d'entre vous ont des questions, je suis à votre disposition. Sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter. Et il y a un email également où on peut nous joindre. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire partir le... Non. Donc, le mail est très simple, c'est jedi@jedi.group. Pour ceux qui veulent être candidats, être au courant de ces challenges et d'autres qu'on lancera. Oui. Est-ce que vous êtes rattaché d'une quelconque façon à l'Union européenne ? Alors, on a des relations extrêmement denses à la fois avec les différents pays de l'Union européenne. On a dans notre groupe de 23 pays également la Grande-Bretagne, donc vous voyez le Royaume-Uni. Vous voyez à quel point c'est d'actualité, parce qu'on pense que ça serait d'un manque de pragmatisme complet de ne pas avoir les talents britanniques, et également la Suisse. Il y a d'ailleurs le président d'une des grandes universités suisses qui est dans notre conseil d'administration, parce qu'on pense que si vous parlez blockchain, si vous parlez IA, si vous parlez quantique, c'est absolument clé de les avoir. Au niveau de l'Union européenne a repris la proposition de JEDI, s'en est inspiré pour créer le European Innovation Council, avec qui on a d'excellentes relations, notamment le patron de ça qui s'appelle Jean-David Malo. Je ne sais pas, vous êtes à l'Union et maintenant... Voilà, ça fait maintenant 2 ans que cette proposition est sur la table. Il y a plusieurs pilotes qui ont été mis en place. On voit que ça a permis quand même de rendre beaucoup plus agiles les mécanismes européens qui étaient souvent quand même assez lourds et assez bureaucratiques. Ça n'a pas du tout le niveau d'ambition que nous on se donne comparable à la DARPA. On reste encore sur des schémas où on doit créer des consortiums européens, où on est sur des schémas d'approbation de plusieurs mois, voire parfois d'une année. On pense que c'est très complémentaire. On pense que ça va être très difficile pour des organisations, on va dire, qui sont habituées à des fonctionnements très standardisés, d'avoir l'agilité qui est nécessaire. Et on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, la plupart des très très bons nous disent participer à des challenges ou à des consortiums et à des prix européens, vu en plus le taux de sélectivité, nous intéresse moins. Nous, ce qu'on veut, c'est que les meilleurs ne soient pas attirés par le challenge Facebook ou pour travailler dans des grandes plateformes, mais c'est qu'on puisse également permettre à nos meilleurs talents
de trouver leur épanouissement et de gagner grâce à ça. J'avais une seconde question du coup. Il me semble, si j'ai bien suivi vos propos, que vous aviez dit en début de présentation que tout n'était pas une question d'argent. Et là, je vois à la fin de l'intervention qu'au final, c'est pour doter un labo ou une entreprise, n'importe quoi, d'un prix monétaire. Et la question que j'ai, c'est comment vous transformez l'essai, comment vous passez de la start-up ou du petit groupe, du petit consortium qui s'est monté pour un projet donné, qui a réussi le challenge Deepface, à le transformer en quelque chose de plus pérenne, de plus gros. Est-ce que vous les accompagnez ou pas? Alors vous l'avez compris, hein, moi j'ai peu de temps et j'ai essayé de réduire au vu du petit incident technique qu'on a eu. Mais en gros, le principe de la DARPA n'est pas... On voit quand même beaucoup de projets de recherche dans tous les pays du monde et notamment en Europe, où on passe beaucoup plus de temps sur la sélection, on attribue et ensuite, finalement, on s'intéresse moins à la réalisation. À la DARPA, et là-dessus, on s'en inspire complètement, c'est l'inverse. C'est-à-dire le prix qui vous est attribué, en fait, c'est certes une subvention, mais en fait, c'est un programme sur 6 à 24 mois, ça dépend du thème. Sur les deepfakes, ça va être 6 mois, sur lequel, en fait, on se fixe des échéances et de manière linéaire, cet argent est versé. Si les échéances sont atteintes, qui font partie du projet de candidature, l'argent est versé. Si les échéances ne sont pas atteintes, on peut arrêter du jour au lendemain. Donc le deal est assez simple. Deuxième chose, nous, notre objectif, c'est de partir d'un sujet vraiment de rupture, mais d'arriver à un prototype. Donc le livrable lui-même, ce n'est pas un papier de recherche, c'est d'arriver justement jusqu'à un prototype qui, lui, permettra d'être investi soit par du capital risque, soit par un industriel, etc. Donc justement de bridger ce côté innovation de rupture, toute cette zone où en fait personne n'investit parce qu'il n'y a pas de modèle économique, c'est là que nous on veut investir. Donc tout ce qu'aujourd'hui n'a pas de modèle économique mais qui potentiellement peut changer la donne. Troisième chose, le principe de la DARPA, et c'est le même chez nous aussi, c'est qu'il y a un programme manager, donc il n'y a pas un comité de Théodule qui décide oui ou non, il y a une seule personne qui souvent est un expert du secteur, qui sera une espèce de coach de l'équipe gagnante, qui ne se mêlera jamais des choix technologiques, mais qui permettra avec l'équipe soit de rediriger, soit d'arrêter, soit de prendre d'autres voies si on se rend compte que la première voie suivie n'est pas exactement la bonne. Donc cette agilité, en fait, il la faut, parce que souvent quand on fait des programmes publics, en fait, c'est tellement prescriptif qu'on peut difficilement s'écarter du chemin. Donc programme manager, grande exigence, et nous, notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui ensuite peut être repris par le secteur privé. Une autre dernière question? Bon, bah, écoutez, je vous remercie et j'espère que ça a été informatif. À bientôt et be a Jedi.